Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer malgré nos petits ennuis, parfois de santé, comme notre ami Alain Ragnatella, excusez. Ceci dit, on est bien content d'être là à l'abri des fureurs du monde. Avec notre ami Bernard Vasseur, qui est devenu un de mes proches depuis que je lui ai fait visiter un de nos proches. Il est déjà venu plusieurs fois, depuis que je lui ai fait visiter notre belle ville de Troyes, et depuis aussi, surtout, qu'il nous a parlé de Marx et d'Aragon. Alors, je sais que la presse locale nous avait fait une très belle page quand tu étais venu, autrefois, avant le Covid, nous parler d'Aragon. Il t'avait oublié quand tu étais habillé en philosophe marxien, un petit peu marxien sur les bords. Et il te préfère, je pense, aragonien. Et sans doute, ils vont t'adorer Elsacien, sinon Triolétien. Enfin bon, c'est pas des adjectifs que je vous recommande. Ils ne savent pas d'ailleurs ce qui les attend. Avec ta nouvelle égérie, Elsa Kagan, ou Kagan, une juive émigrée russe, mariée à un officier français du nom de Triolet, une dame un peu oubliée, pour moi et pour lui et pour certains d'entre vous, une grande dame des lettres qui devrait reprendre du lustre grâce à toi, grâce à ton talent, grâce à ta connaissance parfaite du sujet. On m'a conseillé tout à l'heure de vous demander si le son était correct, s'il n'était pas trop fort, parce qu'il y a eu certaines... Pas trop, très bien. Pas trop, on m'a dit, ça va. On n'entend pas bien. Ah, encore une récrimination à faire. Bon, d'accord. Alors, au fait, et ça reste entre nous, cette Elsa, c'est quand même un drôle de pistolet. Elle a passé sa vie avec un autre type, pas toujours recommandable selon ses ennemis, et qui ne portait même pas le nom de son père, qui s'appelait Louis Aragon, une sorte d'orphelin qui est né probablement à Paris en 1897, qui a été tué une ou deux fois pendant la guerre de 14, à ce qu'il raconte, et ce que je dis toujours, c'est sa grande sœur qui l'a mis au monde. Alors c'est ce Louis Aragon dont on va parler un petit peu, puisqu'on va parler d'Elsa, on va surtout parler d'Elsa. Alors Bernard Vasseur est là pour tout démêler et le faire venir une troisième fois, je pense que c'est montrer notre velléité, c'est montrer qu'il n'a pas asséché nos connaissances et notre curiosité. Ça montre aussi qu'il est un homme de ressources et à l'aise sur bien des terrains. Un martien, comme je vous ai dit. Alors parler d'Elsa fait partie de notre projet Upopobois, ça c'est un adjectif qu'il faut noter. On est là pour exciter vos neurones et les nôtres. On est là pour les nourrir. On est là pour rappeler d'où on vient. Parce que nous sommes actuellement des citoyens un peu paumés, dépassés par tout ce qui nous arrive de moche. Pandémie, Facebook, Amazon, Uber, Jean-Marie. Et le tout dernier, Eric, qui nous promet un destin sans humour. Et sans amour, bien sûr. Alors, parler d'Elsa, c'est dire que nous sommes nés d'événements terribles et d'idées fortes, et que nous avons à les revisiter pour les mieux comprendre et en tirer la substantifique moelle. Cette connaissance, je pense, nous réchauffera davantage que la prunelle de Troie. Alors, je vais laisser Bernard Vasseur vous présenter Elsa. Il est accompagné de Catherine Lefebvre, une comédienne qui a fait ses classes à la Rue Blanche, c'est-à-dire à l'ENSA, l'École nationale supérieure des arts du théâtre. Et nous aurons peut-être, non, nous n'aurons pas la surprise cinématographique, bon, ils vont combler les trous, n'ayez pas peur, je les connais.
Le 26 octobre prochain, nous recevons ici Jean Lebrun, journaliste agrégé d'histoire qui passe tous les jours sur France Inter et qui va nous parler de la radio pendant la guerre. Moi qui ai quelques souvenirs de cette époque, je suis toujours jeune bien sûr, c'est dans l'arrière-cour de ma mémoire, ce dont je me souviens, j'entends encore la voix, chez mes grands-parents, la voix de Jean-Hérold Paquis dire « L'Angleterre comme Carthage sera détruite ». Bon, ben, c'est lui qui a été détruit en 1945 par un peloton d'exécution. Nous aurons le 2 novembre, non pas le 2 novembre, mais le 30 octobre, il y a un changement de date, il faudra le noter, le 30 octobre, qui est presque le mois de l'ESS, une conférence sur le complotisme avec Thomas Huchon, donc la date est changée. Alors ça tombe à pic, hein, le complotisme pour ceux qui croient que le vaccin donne des puces. Et le 23 novembre, ce sera le docteur Michel Limousin, animateur du mouvement national des centres de santé. Alors, il ne guérit pas que les gens, il a des idées pour guérir la société. Et c'est la mutuelle Auvergne qui pilote ce projet. Le 9 novembre, on fait bien sûr la fête à la laïcité avec Jean-Paul Scott et la Ligue de l'enseignement. Le 14 décembre, nous avons une conférence parce que le journal La Dépêche de l'Aube fête son centenaire et on a invité l'historien Jean Vigreux. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui vous attend et je vais passer la parole à notre ami Bernard. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Aucune. Moi, merci. Merci à tous. Bon, bonsoir. Merci, mon cher Jean, de cette présentation flatteuse. Bonsoir à vous. Alors, évidemment, on devait vous projeter des images. On a les images, mais on n'a pas le son. C'est les images d'un film de Agnès Varda, qui est un court-métrage. Hein. Ça fait 15 minutes. On va combler un quart d'heure, hein, mais bon, ça va vous manquer. Il s'appelle Elsa la Rose. Vous le trouvez en DVD, hein, dans le commerce, avec les autres courts-métrages d'Agnès Varda. Autrement dit, ce qui est manqué ce soir peut peut-être être rattrapé par tel ou tel d'entre vous si vous trouvez ce film à 3, BA3, on trouve tout. Et c'est un film qui est assez émouvant parce que Agnès Varda a eu l'idée en 1966, c'est-à-dire 4 ans avant la mort d'Elsa, de demander à Aragon et à Elsa de rejouer la scène de leur rencontre, c'est-à-dire de la formation de leur couple, qui a eu lieu dans un café parisien qui existe toujours, qui s'appelle la Coupole, boulevard du Montparnasse, et où vous pouvez aller trinquer à leur santé, et qui a eu lieu le 28 novembre 1928. Alors, ce film, donc, on les voit dans le grand âge, mais sur les lieux où ils ont fait la connaissance l'un de l'autre, l'une de l'autre, et comment ils sont, à partir de là, décidés de vivre ensemble, de former un couple, et cela pour 42 ans. Alors, ce couple a suscité bien des commentaires. Je suppose que vous-même, ici, vous avez entendu des tas de choses sur ce couple idéal, le couple Aragon-Elsa, le couple majuscule, le couple formidable. Bon. Alors, je voudrais essayer ce soir de vous montrer que pour accéder à Elsa Triolet, il faut se défaire d'un certain nombre de ces légendes et de ces, de ces grandioses fantasmagories. En réalité, ils ont mis en scène la formation de leur couple. Je vous ai dit que ça avait eu lieu le 6 novembre 1928, mais
dans un café, etc. C'est là qu'ils ont fait connaissance. Mais j'essaierai de vous montrer tout à l'heure que le couple ne s'est pas engagé tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, quand on parle de poésie, il arrive souvent qu'on parle de couples, parce que des couples de poètes ou des couples de fiction poétique, Tristan et Iseult, Aucassin et Nicolette, Héloïse et Abélard, Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure, et au bout du bout, Aragon, Elsa. Donc il y a beaucoup de couples, et c'est souvent, quand on parle du couple, arrivent des images qui sont celles du poète et de sa muse. Et donc, je dois vous dire que moi qui ai dirigé la maison des deux écrivains à Saint-Arnoux en Yvelines pendant 20 ans, eh bien, chaque fois qu'un homme politique venait, on ne coupait pas à l'image le poète et sa muse. Ah, Elsa Triolet, la muse d'Elsa. Or, la muse d'Aragon, pardon. Or, vous voyez comment les choses portent en elles-mêmes une dévaluation de la femme. Si elle n'est que la muse, qu'est-ce que c'est qu'une muse? C'est une inspiratrice, mais qui en général n'existe que dans l'écriture de son mari. Vous voyez, la muse, elle n'a pas d'autre existence que les vers qu'auront écrits son mari, son époux, son amant, son amoureux, comme on veut, selon les situations. Autrement dit, quand vous parlez du couple, vous sortez le couple, le poète et sa muse, et la muse, en réalité, c'est la femme, et c'est la femme soumise à l'écriture de l'homme, qui n'existe dans la réalité que grâce à l'écriture de son mari. Et c'est ce qui s'est passé pour Elsa Triolet. Et voyez-vous, aujourd'hui, l'idée qui domine encore dans le monde de l'édition, par exemple à Paris, c'est que Aragon, oui, ça c'était un grand écrivain. Mais en gros, sa femme, ses romans ne valent pas tripette. Voilà, c'est ça l'image. C'est pour ça que vous trouvez des Pléiades. Vous savez, les Pléiades, c'est la collection de chez Gallimard, qui est le prestige même. Quand vous êtes dans la Pléiade, quand tu auras des œuvres complètes dans la Pléiade, tu pourras considérer l'avenir avec, tu vois. Mais Elsa Triolet, impossible de convaincre Gallimard de faire un tome avec les romans d'Elsa Triolet ou quelques-uns des romans d'Elsa Triolet dans la bibliothèque de la Pléiade. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, et on me l'a dit à moi en face, même si on m'a demandé de ne pas le répéter, mais je suis là pour vous dire ce soir qu'il faut se battre pour Elsa Triolet, pour la place de la femme dans le couple. Eh bien, en gros, chez Gallimard, on me dit, mais vous comprenez, Aragon, c'est un grand écrivain qui se vend toujours, alors qu'Elsa Triolet, c'est un écrivain médiocre qui ne se vendra pas. Par conséquent, on l'édite pas. On édite en livre de poche, mais on ne va pas au-delà. Alors cela dit, je vois que vous avez des livres de poche. Certains ne sont plus disponibles, même en livre de poche. Voilà. Donc, ce que je voudrais ce soir, c'est, avec vous, devant vous, c'est d'essayer de restituer sa dimension de grande écrivaine, de grande féministe, de grande femme à Elsa Triolet. Voilà. Donc, rétablir un peu toutes les contre-vérités qu'on a proférées sur elle, et qu'on a proférées sur elle de son vivant même, parce qu'elle-même l'écrit dans un livre qu'elle a écrit à la fin de sa vie, qui s'appelle « La mise en mots ». Les mots, c'est-à-dire, vous savez, les briques du langage avec lesquelles on fait des phrases. La mise en mots, c'est-à-dire la mise en écriture. Et dans ce livre, elle réfléchit à ce qu'est un livre, et elle dit un livre, c'est pas seulement des mots que le lecteur a devant ses yeux, c'est toute une série de légendes et de rumeurs qui courent sur l'auteur.
Alors, je vais demander à Catherine de nous lire ce petit extrait d'un texte d'Elsa Triolet tiré de la mise en mots, dans lequel, c'est au début du livre, elle évoque quelques-unes des images dont on l'a surchargée et que les lecteurs, en quelque sorte, avaient en tête au moment où ils ouvraient un livre d'Elsa Triolet. Les écrits sont précédés de leur propre légende et de la légende de l'auteur. J'ai des yeux qui sont ceux d'Elsa. J'ai un mari qui est communiste. Communiste par ma faute. Je suis un outil des soviets. Je suis une femme à bijoux. Je suis une grande femme et une souillon. Je suis soumise au réalisme socialiste. Je suis une moraliste et un être frivole qui fait du tricot, qui brode des histoires. Je suis Scheherazade, la grande romancière. Je suis la muse et la malédiction du poète. Je suis belle et repoussante. On me bourre de pensées et de sentiments comme une poupée de son, sans que j'y sois pour quelque chose. Et le lecteur, qui déjà ne voit pas très clair avec sa lanterne à bougie, qui déjà confond le romancier et ses créatures, se met encore à chercher la clé du roman, une clé qui ouvrirait la porte sur la vie de l'auteur et de ses personnages, et le romancier a beau affirmer que toute ressemblance est le fruit d'un hasard, on cherche, on trouve. Alors, vous voyez, elle-même reprend un certain nombre, par exemple que c'est elle qui était même, certains vont jusque-là, elle était russe, donc elle était forcément un agent du KGB, vous savez, la sinistre police politique stalinienne, de la période stalinienne, et donc qui l'aurait envoyé en France pour d'abord convaincre Aragon d'être communiste, et ensuite pour faire en sorte, pour jouer un rôle auprès d'Aragon et faire en sorte qu'il ne dise jamais de mal de l'Union soviétique. Bon. Alors, d'abord, c'est complètement cette accusation, cette rumeur, mais qui a couru. Elle ne court plus tout à fait maintenant, quand même. Mais enfin, elle a couru de son vivant. La preuve, c'est qu'elle la cite. Eh bien, c'est qu'Aragon a adhéré au Parti communiste alors même qu'il ne connaissait pas Elsa Triolet, donc avant elle, et que je crois qu'en matière de critique de l'Union soviétique, ils n'ont pas ménagé leur peine. Bon. Donc, vous voyez, voilà des exemples de rumeurs, voilà. Mais la principale de ces rumeurs à laquelle je voudrais me consacrer, c'est d'essayer de restituer la pleine dimension de grand écrivain de la littérature française, écrivaine, si vous voulez, et autrice, si vous voulez encore, qu'a été Elsa Triolet. Alors d'abord, vous voyez, on parle du couple, parce qu'évidemment, pour nous ici en France, Elsa est liée à Aragon. Mais il y a eu une vie d'Elsa avant Aragon. Alors je vais en quelques mots vous donner quelques étapes décisives de sa vie. Elle a, Jean le disait tout à l'heure, elle est née, elle a Yourevna Kagan le 12 septembre 1896 à Moscou. Elle avait donc un an de plus qu'Aragon, qui est né en octobre 1897. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, mais en même temps, ça ne nous éloigne pas dans la préhistoire. Vous voyez, bon. Donc, elle naît dans une famille d'intellectuels moscovites. C'est à Moscou. Et son père est avocat et sa mère est pianiste, mais pianiste virtuose internationale. Et cette famille, vous voyez, c'est une famille qui vit au contact, c'est une famille de l'intelligentsia, de la bourgeoisie intellectuelle moscovite juive.
La famille est juive, même si elle ne pratique plus la religion. Donc, Elsa naît ici et très vite, elle aura le sentiment, elle va apprendre que ses parents voulaient avoir... Il y avait déjà une fille qui s'appelait Lily. Et ils voulaient avoir un garçon. Et Elsa est née, et elle a très vite eu le sentiment que sa mère en particulier ne l'aimait pas suffisamment en tout cas, ne l'aimait pas comme elle aurait voulu. C'est ce qui fait que dès ses premières années, elle aura le sentiment d'être un peu en décalage avec le monde familial dans lequel elle va naître et grandir. Vous savez, on va l'appeler Zelitchka très vite, ce qui veut dire fraise des bois. Et c'est un diminutif russe, et le vrai prénom c'est Ella Kagan donc, et très vite elle va devenir manie russe conservée sous les soviétiques d'avoir des diminutifs comme prénom. Elle va devenir très vite Elsa ou Elitchka, voilà. Donc elle naît dans ce milieu et comment dire, elle a donc très vite des rencontres avec des grands intellectuels ou des jeunes intellectuels qui vont devenir de grands intellectuels par la suite. Mais voyez, elle connaît par exemple Shklovsky, elle connaît, comment s'appelle-t-il, voilà que j'ai oublié son prénom, alors qui va être un de ses nombreux fiancés qu'on va lui attribuer, Roman Jakobson, le grand linguiste russe, Roman Jakobson, et puis, par exemple, l'illustre Boris Pasternak, vous voyez, qui est un familier de la maison. Donc, vous voyez déjà l'ambiance. On parle le français couramment dans la famille Triolet, et donc Elsa va apprendre le français très vite, dès 6 ans. Et comme sa mère est pianiste virtuose, qui fait des concerts à l'étranger, les deux filles, Lily et Elsa, vont souvent suivre leur mère dans des récitals à l'étranger et vont donc être familières en quelque sorte de ce monde de la culture et des langues parlées dans différents pays européens. Alors voilà, pour le milieu familial. Ce qui est marquant ensuite dans la vie d'Elsa Triolet, je vais vite, je ne la suis pas au jour le jour. Ce qui est frappant, c'est la rencontre qu'elle fait quand elle a 16 ans d'un jeune homme de 18 ans qui va devenir un des plus grands poètes de la révolution soviétique et qui est Vladimir Mayakovsky. À l'époque, il est en train de révolutionner la poésie russe en écrivant, on le classe parmi les futuristes, vous voyez, les gens qui regardent l'avenir, et il est en train d'écrire un poème qui s'appellera « Nuages en pantalon ». Et ce Vladimir Mayakovsky, évidemment, Elsa va en tomber, vous devinez la suite, elle va en tomber secrètement amoureuse. Mais voilà, elle va faire une chose qu'il ne faut pas faire. Vous le savez sans doute, mesdames. Elle a présenté le beau jeune homme de 18 ans, Mayakovsky, à sa sœur. Et Mayakovsky a préféré la sœur. Voilà. Bon. Pour ça qu'il ne faut pas faire ça, vous voyez. Ça, bon. Donc, là encore, vous voyez, une sorte de déception qui naît avec le sentiment qu'au fond, personne ne l'aime. Décalage sur le plan familial, décalage sur le plan des amours avec Mayakovsky, qui va devenir non plus le Vladimir, le Volodia chéri, mais l'oncle Volodia, une fois qu'il aura choisi de
vivre une passion débordante avec la sœur de Lily, qui était, Elsa le dit souvent dans ses lettres, plus belle que moi, plus intelligente que moi, etc. Vous voyez, elle a un peu une tendance à se sous-évaluer. Voilà. Donc, Mayakovsky manquait, mais toute sa vie, Elsa Triolet restera fidèle à la poésie de Mayakovsky. Ensuite, l'autre trait marquant, c'est qu'elle va rencontrer, vous voyez, on est en 1917, c'est-à-dire quasiment l'année de la Révolution d'octobre, de la Révolution soviétique. Mais on est à Moscou. Et l'essentiel de la Révolution, à ce moment-là, se prépare et se passe à Pétrograd, qui va devenir Leningrad avant de devenir redevenir Saint-Pétersbourg. Donc, vous voyez, Saint-Pétersbourg, c'est loin de Moscou. Donc, on ne peut pas dire que Elsa Triolet ait participé ou même soutenu la Révolution d'octobre qu'elle voyait venir. Non, non, pas du tout. Elle a été séduite par un beau Français, un militaire, qui était à la mission française de Moscou et qui s'appelait André Triolet. André Triolet, donc, va être nommé très vite vous savez, les hauts fonctionnaires changent de poste souvent. Donc, 3 ans après, en 1919, il revient à Paris, il rentre à Paris, voilà. Il rentre à Paris et là, il fait une faute de goût. Il a un projet, celui de créer des entreprises à Tahiti. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais vous voyez une Russe, avec les saisons russes, les hivers russes, la taïga, la steppe, les immenses espaces. Et tout d'un coup, vous transportez une Russe à Tahiti, où il fait un soleil, il ne fait que ça, soleil, et où il n'y a pas de saison. Donc, elle va assez mal vivre cette espèce de transhumance ou de transplantation vers Tahiti. Et donc, vous l'avez compris, le couple ne durera pas. Elle va finir par se séparer en 1921 de André Triolet, qui va d'ailleurs en même temps qu'elle rentrer en France. Ses affaires, ses projets de business ne marchant pas vraiment, ils rentreront tous les deux en France, mais ils vivront séparés. Et André Triolet, elle conservera ce nom, qu'elle va prendre dans ces années-là, celui de son premier mari, Elsa Triolet. Voilà. Donc, je vous ai raconté ses débuts. Il faut encore que je vous raconte un événement important. Parmi les amoureux, adolescents ou disons très jeunes d'Elsa, il y avait un jeune écrivain qui s'appelait Victor Shkolsky. Et cet écrivain, une fois qu'elle est de retour en France, elle voyage beaucoup. Elle va en Allemagne, en Angleterre, à Paris, en Russie, où elle retourne aussi pour des périodes les plus longues possibles. Et ce Victor Shklovsky, jeune écrivain, va publier un livre qui va s'appeler Zo. Zo, vous voyez, comme le zoo de Vincennes, hein, Zo ou la Nouvelle Héloïse. Et dans ce livre, il va publier, sans rien dire à personne, et en les présentant comme des lettres de fiction, il va inclure des lettres qu'Elsa Triolet lui a réellement écrites, des lettres d'amour
qu'elle lui a réellement écrites, sans lui demander à elle et sans rien dire à personne. Ce qui fait qu'on croit que ces lettres sont des lettres qui ont été écrites par Shklovsky lui-même, c'est-à-dire par l'auteur du livre. Et ce livre va atterrir dans les mains de Maxime Gorky. Gorky, grand écrivain, beaucoup plus âgé, lui, alors, vous voyez, une sorte de Balzac de la littérature russe et soviétique. Et dans ce livre, Gorky va remarquer justement ces lettres-là. Et donc, il va dire à Shklovsky, mais ces lettres-là, elles sont formidables. Et Shklovsky lui avouera la vérité, à savoir que ces lettres, c'est pas lui qui les a écrites, mais que c'est une personne réelle qui était très amoureuse de lui, qui s'appelle Elsa Triolet. Moyennant quoi, Gorky veut à tout prix, qui à ce moment-là vit à Berlin, veut à tout prix connaître Elsa Triolet pour la convaincre de devenir écrivain. C'était un écrivain, vous voyez, à la fin de sa vie, dans la force de l'âge, mais qui en même temps essayait de fabriquer des nouveaux venus, vous voyez, des jeunes auxquels il aimait de mettre un peu le pied à l'étrier. Alors, la rencontre aura lieu entre Elsa Triolet et Maxime Gorky, et Maxime Gorky va la convaincre, en effet, d'écrire des livres. Et naturellement, elle va commencer par les écrire dans sa langue maternelle, c'est-à-dire le russe. Le premier livre qu'elle va écrire s'appelle « À Tahiti ». Elle y raconte, au fond, d'une certaine manière, sa vie quotidienne qu'elle a vraiment vécue à Tahiti. Le deuxième livre s'appelle « Fraises des bois ». Et c'est un livre dans lequel elle évoque sa jeunesse. Vous voyez, ils sont très marqués et où on voit poindre cette idée d'un petit personne de même, quoi. Vous voyez, d'un petit décalage entre elle et la famille. Et puis, le troisième livre, toujours en russe, s'appelle Camouflage. Et là, c'est une histoire de fiction qui n'a rien à voir avec elle. Alors, que fait-elle pendant toutes ces années? Ben, je vous l'ai dit. Elle voyage, Angleterre, Allemagne, Berlin, et et puis Paris. Paris où elle se fixe, et elle se fixe dans ce qui était alors l'arrondissement, le quartier de Paris, où l'on accueillait comme vraiment, comme on aimerait que soient accueillis aujourd'hui, les étrangers, c'est-à-dire Montparnasse. Elle devient une de celles qu'on appelait les Montparnaud. Les Montparnaud étant le nom de ces artistes, il y en a plein, hein, qui fréquentaient Montparnasse. Donc voilà, elle a là des histoires d'amour, c'est la vie de bohème, c'est la vie d'artiste. Elle a des histoires d'amour avec des amants qui sont connus, par exemple Marc Chadourne, par exemple Roger Vitrac, un autre écrivain, par exemple Marcel Duchamp, un peintre. Mais tout ça, c'est des amours d'un jour, et Elsa, comment vous dire, n'est pas satisfaite de cette vie elle arrive à 30 ans, hein, et elle n'est pas satisfaite de cette vie qui ne construit rien, qui ne débouche sur rien. Donc, elle décide de rentrer à Moscou. Et c'est là qu'il faut introduire, comme une coupure, la rencontre de Aragon, qui va justement la dissuader de rentrer à Moscou et la garder en France. Alors, comment présenter cette
cette rencontre. Je vous ai parlé d'Elsa avant Aragon. Vous avez compris qu'on va maintenant entrer dans le règne du couple Elsa Triolet-Aragon. Alors, je vous ai dit comment s'est fait la rencontre. Eux-mêmes vont en quelque sorte citer l'image d'une rencontre absolument coup de foudre. Coup de foudre. Mais, vous voyez, Aragon écrira, par exemple, un poème où il le dit dans le film, c'est pour ça que je n'avais pas prévu de vous lire le poème, mais il dit « Ma vie a tout d'un coup tourné dans ce café de Montparnasse où tu es venu et nous ne nous sommes plus quittés. » De même, Elsa Triolet écrira de son côté, dans un texte, « Cette rencontre, je la voulais. J'étais fasciné par le livre qu'avait écrit un jeune écrivain français et qui s'appelait « Le paysan de Paris », qui est un livre de la période surréaliste d'Aragon, donc de sa période de jeunesse. Et ce livre, Elsa l'avait lu, je vous ai dit qu'elle parlait français très bien, enfin, et elle l'avait lu et l'avait trouvé, elle a dit « J'ai trouvé ce livre tellement mien que j'ai voulu connaître l'auteur. » Alors l'auteur en question, il se trouvait qu'Elsa connaissait un de ses amis qui connaissait Aragon, et cette rencontre a donc été programmée au café La Coupole de Montparnasse. Mais pour autant, est-ce que c'est là, à Montparnasse, que tout a commencé? Je vous ai dit, eux-mêmes ont tout fait pour dire « Oui, ma vie commence ici. » C'est un coup de foudre, quoi, immédiat. Or, on a toutes les raisons aujourd'hui de penser que ça relève de la mise en scène sympathique, formation du couple poétique. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Pourquoi? D'abord parce que ces deux personnes qui vont se rencontrer sont un peu des estropiés sentimentaux de la vie, si j'ose dire. Elsa, on possède aujourd'hui ce qu'on n'était pas censé posséder, ce qui n'avait pas été écrit pour être publié, mais on possède son journal intime qu'elle tenait dans ces années-là. Et dans son journal intime, à la veille du 6 novembre 1928, où la rencontre aura lieu, le 5 novembre, écrit ces quelques lignes. « Je me languis et souffre le plus souvent au-delà de toute limite. Je crois qu'il faut que j'achète du Véronal. La vie me fait trop mal, autant marcher sur du verre pilé. » Alors, vous voyez le Véronal. On achète du Véronal en pharmacie. C'est pas qu'on a un très long projet de vie. C'est plutôt qu'on veut en finir avec l'existence. Le Véronal, c'est poison de Roméo et Juliette. Vous voyez, donc, elle est sous le coup d'une rupture sentimentale avec un homme, on ne sait pas qui, mais qui l'a beaucoup déçue. C'est comme ça qu'elle décide de rentrer à Moscou, et même là, donc, le 5, la veille, d'écrire « Je veux en finir avec la vie ». Voilà pour Elsa. De son côté, Aragon a été amoureux avant Elsa. Il a été amoureux d'une femme très belle et très riche, une fille de milliardaire américain, Nancy Cunard. Ça vous éveille peut-être quelque chose, ce nom. Cunard, c'est la famille des Anglaises, mais qui a fait fortune en construisant des bateaux et en créant une navigation
entre Paris, Londres et New York, la Cunard Transatlantic Company. Alors vous voyez, Aragon, lui, c'est un écrivain surréaliste, mais issu d'une famille qui ne respire pas la richesse. Et quand vous tombez amoureux d'une milliardaire, qui elle, au contraire, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais quand vous êtes amoureux d'une milliardaire, vous avez du mal à suivre, et que vous êtes un homme en plus, qui a une idée forte de l'homme, vous voyez. C'est elle qui paye tout le temps et qui paye sans regarder, et donc lui, à un moment, bon. Donc en 1928, en septembre 1928, le couple orageux entre Louis Aragon et Nancy Cunard, qu'il appelait Nan, affectueusement Nan. Eh bien, ce couple a déjà eu des hauts et des bas, enfin, et je suis avec toi et je n'y suis plus, et je recolle, et bon, etc. Et en septembre, Aragon décide de conquérir, et cette fois définitivement, Nancy. Et il décide de l'emmener à Venise. Alors, ça coûte de l'argent. Il avait chez lui une toile que lui avait donnée un de ses vieux copains, le peintre Braque, à un moment où la peinture de Braque ne valait pas grand-chose, évidemment. Mais les années ayant filé, le cubisme ayant percé, eh bien, la toile de Braque avait pris vous voyez, s'était envolée. Et donc, Aragon est arrivé avec un paquet de billets chez sa belle et lui a dit « Allez, je t'emmène à Venise ». Alors, les voilà arrivés à Venise, et là, Aragon emmène danser sa belle dans un orchestre, dans une boîte de nuit où il y a un orchestre de jazz américain qui fait danser les gens. Et Nancy n'a qu'une idée, c'est de le laisser là en plan et de partir avec le pianiste de l'orchestre de jazz américain qui s'appelait Crowder. Alors le pauvre Aragon, ça vous fait rire, enfin, pauvre Aragon, je vous raconte des horreurs, là, des choses tristes. Le pauvre Aragon, donc, vous voyez, on est réduit à... Et il décide, lui aussi, d'en finir avec la vie à Venise. Et il n'est sauvé que par le biais d'un de ses amis qu'il avait vu quitter furibard la boîte de nuit et rentrer à son hôtel, et qui s'est dit, il va faire une bêtise. Et donc, grand bien lui a fait cet ami, puisqu'en arrivant, il a trouvé Aragon qui avait pris des comprimés, gisant par terre dans la chambre, et on a pu le ranimer. Sinon, vous voyez, et Aragon est finalement rentré à Paris en s'arrêtant 3 fois, 3 soirs de suite, 3 journées de suite à Milan pour voir la pièce de l'opéra de Verdi qui était donnée à la Scala et qui s'appelait Othello, drame de la jalousie, Othello. Et vous voyez, pour soigner sa jalousie très réelle, Aragon est donc allé à l'opéra avant de rentrer à Paris. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui vont se rencontrer, Elsa, Aragon, et sont un peu des estropiés sentimentaux, vous voyez, des gens qui sont en dépression, quoi. Voilà. Et c'est cependant eux qui vont former donc ce couple qui va devenir, à travers les textes d'Aragon, qui va devenir magnifique. Alors, l'affaire est d'autant plus compliquée que, en arrivant à Paris, on sait ça par Elsa. En arrivant à Paris, Aragon tombe très vite amoureux alors qu'il a fait la connaissance d'Elsa, tombe très vite amoureux d'une danseuse de boîte de nuit allemande, Lena Amsel,
Et dans cette boîte de nuit, il revoit Nancy, essaie de la reconquérir, et comme il est avec Elsa, il la laisse toute seule en plan dans la boîte de nuit et s'en va, vous voyez. Donc, vous voyez, quand on vous dit, nous nous sommes vus, ça a été un tel éblouissement que nous ne nous sommes plus quittés de toute la vie. Vous voyez que c'est plus compliqué que ça. Et 1 an après, à Bruxelles, nous le savons par une confidence d'Aragon, 1 an après à Bruxelles, Aragon, dans un hôtel de Bruxelles, dira à Elsa Triolet, « Finalement, je t'aime. » Et Elsa lui répondra, « Oh, tu sais, si ça dure 1 an, ce sera déjà pas mal. » Bon, ben ça a duré 42 ans. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, il faut se méfier des mises en scène théâtrales, poétiques, même lorsqu'elles sont belles. En réalité, Elsa s'est battue pour conserver son mec, quoi, l'homme qu'elle aimait et qu'elle s'était mise à aimer, et ils vont vivre ensemble, mais vous voyez, ça n'a pas été, voilà, le flash, et aussitôt, pouf, l'amour triomphe, et c'est le miracle du coup de foudre, quoi. Voilà. Donc, premier plan, c'est pour vous dire, je vais vous lire là un texte d'Aragon, écrit tout à fait à la fin de sa vie, et qui n'a, comment vous dire, quand les gens, quand ils faisaient, c'était au cours d'une soirée, je m'en souviens encore, en 1972, à Bourges, à la Maison de la Culture de Bourges. Elsa était morte depuis 2 ans, et Aragon participait ce soir-là à une séance consacrée à Elsa Triolet. Et alors, évidemment, les questions pleuvaient sur le thème « Ah, votre couple avec Elsa, ce couple idéal, ce couple merveilleux, etc. » Et en début de propos, Aragon a tenu à dire cela. On a une image de ce que nous avons été tous les deux ensemble qui ne ressemble pas beaucoup à ce que je ressens. C'est un peu plus compliqué que cela. Vous savez, le couple idéal, moi je n'aime pas du tout. J'ai une image qui s'est faite, il y a une image qui s'est faite de ce couple formidable et dont je suis peut-être pour quelque chose responsable, mais je ne l'ai pas fait exprès. Notre vie n'a pas été simple, elle n'a pas été facile, elle a été très peu ce que l'on croit. D'abord, nous n'étions pas des enfants quand nous nous sommes rencontrés, ce qui est très joli et très bien à 18 ou à 20 ans. Nous avions respectivement 32 et 31 ans. Nous avions déjà une vie chargée de bien des choses derrière nous. Nous avions ce bagage que l'un et l'autre voulaient connaître de l'autre. Cela ne va pas sans quelques difficultés, parce que, je le dis très simplement, nous n'étions pas des enfants de Marie, ni l'un ni l'autre. Il y avait eu des femmes dans ma vie. Il y avait eu des hommes dans la vie d'Elsa. C'est une chose dont je parle assez librement parce que je hais l'hypocrisie. Mais néanmoins, ce sont des choses qui sont toujours chez quelqu'un comme moi, qui suis très marqué par un caractère particulièrement jaloux, un certain retentissement et doute sur moi-même. Voilà ce que dit Aragon du couple qu'il a eu après, en quelque sorte, la mort d'un des partenaires de ce couple, après Elsa Triolet. Donc, voilà pour le point de la rencontre. Vous voyez, le couple idéal, non, oubliez ça. Quelle va être alors la
l'activité d'Elsa Triolet au sein de ce couple. Alors d'abord, il faut bien voir que Aragon a écrit quelques livres surréalistes, et ça ne lui permet absolument pas de toucher des droits d'auteur, et ça ne lui permet pas d'avoir de quoi vivre. Donc il vit d'expédients, il écrit des textes érotiques par exemple, parce que ça plaît beaucoup aux Américains. Vous voyez, donc il écrit des textes, enfin, ça met pas beaucoup de beurre dans les épinards. Et maintenant, il est avec Elsa. Et Elsa a publié des livres, mais elle les a publiés en russe et elle les a publiés à Moscou. Donc ils sont totalement inconnus en France. Alors comment va vivre ce couple? Eh bien, il va vivre Elsa a l'esprit pratique, elle va avoir l'idée de créer des colliers. Des colliers. Nous avons à la maison Elsa Triolet le tampon, vous savez, avec l'encre, pour faire les factures qu'Elsa utilisait et qui est Elsa Triolet, création de colliers. Vous voyez, il y a un marquant. Alors, des colliers que Aragon, sous le nom de Monsieur Triolet, allait vendre chez des tailleurs de luxe de l'époque, par exemple, chez Apparilly ou d'autres, vous voyez. Aragon a rendu compte de ça beaucoup plus tard dans un livre qui s'appelle Les yeux d'Elsa et qui dit ceci, quelques vers. Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir tout tournait en collier dans tes mains d'opéra. Des morceaux de chiffon, des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire, beaux à n'y pas croire. Elsa valse et valsera. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ankara. Ces joyaux faits de rien sous tes doigts hors pailleur, ces cailloux qui ressemblaient à des fleurs portant des couleurs. Elsa valse et valsera. Donc, vous voyez, la vie n'est pas des plus aisées, quoi, à ce moment-là. On vit un peu d'expédient. Et Elsa va avoir l'idée d'écrire un livre, en russe donc, mais sur Paris, qui est devenu pas seulement la capitale des arts à cause de Montparnasse, à ce moment-là, mais qui est devenue la première capitale du luxe, la mode. La mode éclate dans ces années-là à Paris, et donc elle se dit, ça, je vais faire un livre qui va évoquer la mode, le milieu de la mode, le commerce de la mode, etc. à Paris. Je vais publier ça à Moscou. Et à Moscou, on lui répond, malgré la colère de Gorky, que ça n'intéresse pas le peuple soviétique. Alors elle est évidemment extrêmement déçue, extrêmement amère, et elle comprend à ce moment-là que la seule chose qui lui reste à faire, c'est de devenir un écrivain de langue française. Alors elle va gagner quelque argent pour le couple en traduisant des livres français en russe. Par exemple, elle va traduire le livre de Céline, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Je ne sais pas si vous l'avez lu en français, mais en tout cas, c'est un beau challenge de traduire ça en russe. Et elle va traduire aussi des textes, pour le moment, Les Cloches de Bâle d'Aragon, qui est le seul roman, vraiment roman, qu'il a écrit après la période, après avoir abandonné la période surréaliste. Et vous voyez que le problème, ça va aussi leur apporter quelques sous, mais enfin, il n'y a pas de quoi pavoiser.
Et les années 30, ce sont des années où Aragon est ultra militant. Il aura le prix Renaudot pour son livre Les beaux quartiers, 36, mais avant, il fait des tas de choses. Il y a le début de la guerre en Espagne, il y a le fascisme qui triomphe en 1933 en Allemagne, etc. Le fascisme en Italie. Et donc, Aragon est sur tous les fronts. Et par conséquent, Elsa va vivre cette époque où elle va devoir apprendre à devenir un écrivain, une écrivaine, dans une autre langue que sa langue maternelle. Et ça, c'est un exploit que peu de gens ont réussi. Hein, oui, Samuel Beckett, par exemple. Mais, vous voyez, en tout cas, pour Elsa Triolet, ça a été quelque chose de terrible. Devenir un écrivain en français, et ce, en cachette d'Aragon, qui, lui, vit comme si de rien n'était, qui ne veut rien savoir. Hein, elle écrira plus tard, « Tu ne voulais pas me dire « écris ». Tu ne savais rien de ce que j'écrivais. Tu ne connaissais pas le russe et tu craignais le pire. Tu ne me faisais pas confiance sur ma bonne mine et je t'en voulais. » Elle dit toute la difficulté pour elle de manier le français. Vous voyez, c'est une chose d'apprendre le russe, l'anglais, pour la vie quotidienne, pour aller faire ses courses à l'épicerie, mais c'est une autre affaire que de connaître suffisamment bien le français pour devenir un écrivain dans une autre langue, en quelque sorte, que celle que vous pratiquez depuis que vous êtes né. Alors, vous voyez, elle dit « Il me fallait plonger dans le français. J'en souffrais physiquement comme si on m'avait mis un corset de plâtre. J'étais limité de toutes parts. Il y avait tout autour de moi que des bornes. Je manquais de matériaux verbaux. » Alors, vous voyez la difficulté de l'affaire. Aragon est retenu par l'activité politique. C'est celle qui précède le Front populaire. Vous voyez, donc c'est extrêmement prenant au dehors. En plus, il y a la guerre d'Espagne qui va commencer. Et puis, il y a Elsa, toute seule, qui, après avoir fait d'écolier et après l'amertume d'avoir vu son pays de langue maternelle rejeter l'idée de son livre sur Paris, capitale de la mode, eh bien, alors qu'il est déjà écrit en russe, eh bien, et donc dans l'ignorance de ce que fait, Aragon est dans l'ignorance de ce qu'elle fait de son côté, et il ne veut pas le savoir. Eh bien, vous voyez, là, c'est une période difficile pour Elsa. Et c'est pour ça que son premier roman directement écrit en français, elle avait commencé à l'écrire en russe, puis elle s'est rendue compte, elle disait « je vais le traduire après », elle s'est rendue compte qu'il ne fallait pas du tout faire comme ça, mais qu'il fallait accéder directement au français. Eh bien, c'est en 1938, un livre qui s'appelle « Bonsoir Thérèse ». Bonsoir Thérèse, alors, un livre qui va être salué par un tout jeune philosophe de ces années-là, enfin dans ces années-là, qui est Jean-Paul Sartre. Et comme d'autres de ces livres vont être salués par Albert Camus, par Paul Nissan, par d'autres écrivains, Francis Carton, Jean Cocteau, etc. Donc vous voyez, je veux dire que c'est pas mal pour un écrivain dont la rumeur dit aujourd'hui que c'est un écrivain de seconde zone, quoi, vous voyez. Donc elle a des supports et on peut dire qu'un nouvel écrivain va naître et est né dans ces années-là, c'est-à-dire les années de l'avant-seconde guerre mondiale. Et Bonsoir Thérèse, c'est 1938. Donc la boucle est bouclée, ça fait en quelque sorte 10 ans qu'ils vivent ensemble et qu'elle, dans l'obscurité, dans le silence, elle s'acharne à apprendre à devenir
cet écrivain de langue française qu'elle va devenir par la suite, comme nous allons. Alors, les années qui suivent, ce sont les années de guerre, mais j'ai choisi, pour illustrer cette période où elle va devenir un écrivain de langue française, de demander à Catherine de nous lire un texte d'Elsa qui est écrit en 1939, quand elle se rend avec Aragon à la frontière franco-espagnole. En 1939, la guerre franco a écrasé les républicains espagnols, et vous savez comment ils seront accueillis dans des camps en France, dans le sud de la France. Et donc, Elsa et Aragon vont tous les deux accueillir ces réfugiés qui arrivent en masse, et à Perpignan, et même à la frontière espagnole, là où il y a une ville qui s'appelle Le Boulou. Et cela donnera un texte très beau, que je trouve très beau, moi, d'Elsa Triolet, qu'elle publiera à l'époque, et qui s'intitule « J'ai perdu mon cœur au boulot ». J'ai perdu mon cœur en voyant la manière dont le Front populaire français accueille, de manière scandaleuse, accueille dans des camps les réfugiés républicains qui fuient l'Espagne franquiste. Catherine. J'ai vu pendant la Grande Guerre à Moscou les réfugiés venant de Pologne, troupeaux lamentables, gémissant, soupirant, criant, s'arrachant les choses qu'on leur donnait, exténués de fatigue et de misère, couverts de crasse, de vermine. Ceux que je viens de voir sont presque immobiles, calmes, parlant peu et pas très fort. Ils sont terriblement sages, ils sont modestes à pleurer, ils sont confiants. Ils attendent devant les gares, devant et dans les camions, sur la paille des locaux où on les a abrités, dans les queues de distribution de vivres, de vêtements. Ils ne se disputent pas, ils ne crient pas. Si par hasard votre regard rencontre le leur, il s'allume dans leur visage un sourire aveuglant. De beaux visages que le désordre des cheveux, la pauvreté des vêtements, presque toujours propres, n'arrivent pas à détériorer. Partout où ils vont, la population tend vers eux des bras secourables, mais ceux qui tendent leurs bras n'ont pas beaucoup à donner. À Perpignan, dans les villages avoisinants, on les loge. Ils sont soignés avec un dévouement qui vous redonne confiance dans les hommes. On fait de son mieux, mais ce mieux est bien atroce. Des grandes salles, salles de réunion, de bal, de cinéma, locaux désaffectés, anciens hôpitaux, des espèces de hangars, d'écuries, presque tous sans lumière, sans chauffage. De la paille par terre, le linge qui sèche un peu partout, de grands chaudrons de soupe fumante, parfois quelques cuvettes, une infirmière. Je suis partie en voiture à travers un paysage frisé comme la chicorée, par des routes argentées de platanes, entre des vignes qui, on dirait, poussent à l'envers, les racines noires en l'air. Il pleut, il pleut. Il pleut sur cette route venant d'Espagne. Il pleut dans la petite ville, le Boulou, et sur la foule devant la gare. 1 millier de personnes, des femmes, des enfants. On ne les entend presque pas. Ils sont assis sur leur harde ou debout et ils attendent un train qui viendra on ne sait quand et qui partira on ne sait où. Ils attendent. Ils n'ont l'air ni malheureux, ni impatients. Des gosses courent dans les jambes des grands, mais les mères poussent des cris inquiets.
Ceux qui ne peuvent pas encore marcher, elles les tiennent dans leurs bras. Les autres, il faut qu'ils soient tout seuls. Ils sont sages. Une petite fille de 4 ans peut-être, maigrichonne, nu-tête, les cheveux décolorés par le grand air, le soleil et le vent, au point d'être devenue blonde, mais bien brune en dessous. Un petit visage luxueux de fragilité, de tendresse, des yeux verts avec de longs cils de star, avec un peu de rose sur les joues, traversant leur pâleur, me barra le chemin. Elle était très occupée à arranger le lacet de son soulier, étonnamment éculé. Ses doigts trop petits et trop engourdis essayaient vainement de tirer sur le long lacet qui traînait par terre. Je m'arrêtai pile. J'avais envie, terriblement envie, de l'emporter dans un endroit où il ne plût pas, de lui mettre des souliers secs, de lui donner des bonnes choux et une poupée. On ne me l'a pas permis. Il paraît qu'il y a des règlements, des autorités, des départements comme ci et comme ça. Le village est encore écrasé, encore tout endolori par la marée de souffrance qui l'a submergé, bousculé, renversé. Les gens sont encore tout pantelants de ce qu'ils ont vécu. Oh, maintenant, c'est magnifique, disent-ils encore pleins de la vision des cadavres d'enfants, des femmes accouchant dans la boue, des hommes traînant les pansements de leurs pieds dans la gadoue, les pansements de leurs têtes sous la pluie, les camions chargés de cadavres, de grands blessés, une vision de panique qui ne veut rien entendre, sauf le terrible mot « fasciste ». Nos gardes mobiles transformés en nourrices, en infirmiers, les gens du pays donnant, aidant les femmes à accoucher, nourrissant les enfants, soignant les blessés. Avec quoi? Pas de vivres, pas de médicaments. La neige, la boue, les pieds gelés, les pneumonies, les cadavres. Oh, maintenant c'est magnifique. Des camions passent dans la rue vide en allant vers l'Espagne, chargés de femmes et d'enfants et de vieillards pour revenir. Il règne une espèce d'ordre agité, mais sans fièvre. Je suis rentrée à Perpignan le soir. Une lune pâle et bien nourrie pendait dans le ciel et éclairait les gros platanes. Je pense à la petite fille d'hier, celle de devant la gare, sous la pluie, avec ses cils luxueux. Je m'ennuie terriblement sans elle. J'ai perdu mon cœur devant la gare du boulot. Nous roulons. Il fait toujours incroyablement beau et doux dans le calme traître de ce paysage piqué de silhouettes de gardes mobiles. Je pense à la petite fille. Vous voyez, c'est un beau texte et c'est cette petite fille croisée devant la gare du Boulot qui va donner au couple Aragon, qui va leur donner l'idée d'adopter un enfant, un des petits républicains orphelins espagnols. Et puis Elsa ne pouvait pas avoir d'enfant, donc l'idée leur vient et ils font des démarches pour, sinon obtenir la petite fille, en tout cas un petit orphelin. Et bon, ça ne marchera pas parce que, comme elle le dit dans le texte, les administrations à l'époque réservaient l'adoption des orphelins espagnols aux gens qui vivaient dans le sud de la France et pas à des Parisiens, pour que, éventuellement, ces enfants puissent ne pas être trop loin de leur lieu de naissance, l'Espagne, et pouvoir y retourner très vite. Vous voyez, on oubliait qu'il y avait Franco et que
Franco allait tenir, non pas quelques mois, mais un certain nombre d'années. Alors, nous sommes en 1939, là. Il faut savoir qu'en février, Elsa et Aragon se marient discrètement, pardon, discrètement, je ne sais pas, mais en tout cas discrètement, parce que Elsa réalise qu'il va y avoir la guerre. Ce sera la guerre le 1er septembre, et qui est déclarée le 1er septembre. Aragon va être à nouveau mobilisé. Il a déjà fait la première guerre 14-18, il va faire la seconde. Et elle prend conscience d'un seul coup que s'il ne se marie pas et qu'il lui arrive malheur, la guerre, on ne sait jamais, eh bien, elle ne sera pas informée, elle n'en saura rien. L'idée lui est désagréable et évidemment, ils se marieront donc et deviendront le couple Aragon et elle conservera néanmoins le nom de Elsa Triolet, qui lui est désormais le nom de plume qui est le sien. Alors, nous arrivons donc à la guerre 39 et Aragon est donc mobilisé, il part et il participe à l'offensive jusqu'au moment où, évidemment, en mai 40, en juin 40 plutôt, ça tourne à la défaite et il se trouve à ce moment-là dans le sud de la France, dans les Charentes, à Javerlac, et il va là retrouver Elsa Triolet qui a fui Paris, vraisemblablement dans une voiture de l'ambassade du Chili, où se trouvait leur ami poète Pablo Neruda, qui était ambassadeur de France, ambassadeur du Chili en France, pardon. Et donc, ils se retrouvent là, et c'est alors que va commencer pour eux une nouvelle période qui est celle de la résistance. Et alors, c'est là où je voudrais utiliser justement cette période pour montrer l'importance de l'écrivaine Elsa Triolet, non seulement pour elle-même, parce que c'est là qu'elle va écrire les textes qui vont lui mériter à la Libération d'être la première femme à recevoir le prix Goncourt en 40. Elle va recevoir le prix Goncourt en 45 pour l'année 44. En 44, on avait eu autre chose à faire qu'à décerner le prix Goncourt, mais enfin, bon, voilà. Pour le roman qui s'appelle « Le premier accro coûte 200 francs ». Cette formule, le premier accro coûte 200 francs, c'est le mot de passe qui avait été utilisé par Radio Londres pour faire connaître le prochain débarquement des forces françaises en Provence. Le premier accro coûte 200 francs. Et c'est là que Elsa va entrer dans la poésie d'Aragon. Autrement dit, c'est là que le couple réel existe bel et bien, lui, mais c'est là que va naître en quelque sorte l'idée d'un couple magnifique et que Elsa ne va plus seulement être la femme d'Aragon, mais va être en quelque sorte celle dont Aragon va faire le symbole de la France. Alors, et nous sommes dans la résistance. Alors, vous voyez, je vais vous lire quelques vers d'un poème très célèbre d'Aragon que vous connaissez sans doute et que vous allez pouvoir dire avec moi, et qui s'appelle « Les yeux d'Elsa ». Alors, quelques lignes. « Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer. Si jetés à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis
le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Tes yeux, dans le malheur, ouvrent la double brèche par où se reproduit le miracle des rois. Lorsque le cœur battant, ils virent tous les trois le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une boucle suffit au mois de mai des mots pour toutes les chansons et pour tous les hélas, trop peu d'un firmament pour des millions d'astres. Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa. Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent, moi je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Alors vous voyez, c'est publié, c'est écrit en 42, donc au tout début de l'entrée en résistance. Et quand on écoute ces vers et qu'on voit le titre « Les yeux d'Elsa », eh bien, on pense qu'il s'agit tout simplement d'un poème d'amour à l'aimer, en quelque sorte d'un poète, qui lui dit, comme Gabin, si vous voulez, t'as de beaux yeux, tu sais, mais en quelque sorte avec plus de rimes et plus de style, quoi, hein. Et donc, on pense que c'est un poème qui se déroule dans la sphère de la vie intime de deux êtres et qui s'aiment, tout simplement. Et alors, la question que je me suis souvent posée, mais c'est comment a-t-on pu imaginer que ce poème, Les yeux d'Elsa, a été reçu par les gens de l'époque comme un poème de résistance, autrement dit comme un poème au contenu politique marqué, vous voyez, qui appelle à la lutte armée pour la libération du pays. Vous voyez, comment un poème d'amour peut-il passer pour un poème de résistance? Or, c'est ainsi qu'il a été reçu à l'époque. J'en ai la preuve par quelqu'un qui est mort à présent, mais qui était un écrivain, Jean Dutour, qui, à l'époque, s'est engagé côté gaulliste, donc dans la résistance, et qui m'a toujours dit, moi, si j'ai résisté, si j'ai décidé de devenir résistant, c'est à cause d'Aragon et du poème Les yeux d'Elsa. Et alors, pour me prouver que vraiment, ce poème avait été compris à l'époque comme un poème de résistance, appelant à la résistance, il me disait d'ailleurs, et sans doute il pensait que dans les milieux gaullistes, on ne devait pas être enchanté de voir les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, écrits par un poète communiste. Alors il me disait, tu sais comment les gaullistes appelaient les yeux d'Elsa? Ils les appelaient les pupilles de la nation. Oui. C'est vous dire qu'ils avaient bien compris que ce poème, en quelque sorte, était un poème politique. Et alors, on le comprend très bien quand on voit le titre des poèmes qui l'entourent. Les poèmes qui entourent le premier poème du recueil, Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa, c'est le titre du bouquin et c'est aussi le titre du premier poème de ce livre. Mais si vous passez après, vous avez 4 poèmes qui s'appellent Les Nuits. Les Nuits.
Alors vous avez la nuit de mai. La nuit de mai, c'est une allusion à un célèbre poème d'Alfred de Musset, mais c'est surtout la nuit de la défaite de mai 40. L'agression allemande et la défaite qui va en suivre. Vous avez ensuite la nuit de Dunkerque. La nuit de Dunkerque, c'est Dunkerque est le lieu d'un combat héroïque dans lequel l'armée d'Aragon va se trouver prise et où il va bien faillir laisser sa peau. Vous avez un film qui traduit ça, blockbuster américain, comme on dit, qui traduit ça aujourd'hui. Donc, la nuit de Dunkerque, la nuit de mai, la nuit d'exil. C'est quoi l'exil? C'est l'occupation de la France en plein jour, c'est l'occupation de la France qui va obliger ceux qui résistent à se cacher, à être des exilés dans leur pays lui-même. Et puis vous avez enfin un poème qui s'appelle « La nuit en plein midi ». Alors vous voyez, la nuit en plein midi, c'est tout simplement la nuit de l'occupation. Donc vous voyez, les yeux d'Elsa, si je résume la séquence poétique que je viens de vous survoler, les yeux d'Elsa, ce sont les yeux qui voient clair quand la nuit tombe, vous voyez, et au-dessus de la mer, je voyais briller les yeux d'Elsa, etc. Ce sont les yeux d'Elsa qui voient clair quand c'est la nuit de la défaite, la nuit de l'occupation, la nuit de l'exil, et la nuit où il faut commencer à résister. Il voit clair ses yeux parce que ils nous disent il faut faire entendre le chant de la culture française. Les yeux qui voient clair dans la nuit en plein midi de la France occupée. Voilà comment les gens de l'époque, en recevant ce texte, n'ont pas du tout pensé que c'était un poème d'amour du poète à sa belle, mais qu'il était, en quelque sorte, qu'il faisait d'Elsa et de ses yeux, il faisait d'Elsa la figure du rassemblement dans la France outragée. Le symbole d'Elsa, c'est-à-dire non seulement Aragon fait de Elsa le symbole de la France, mais il le fait non seulement de sa femme, mais d'une femme juive, d'origine étrangère, russe. Vous voyez, c'est-à-dire, il a de la France une conception qui est très très loin du nationalisme crispé sur une identité fermée et une tradition passée comme est la France célébrée par Pétain, la France de la collaboration, la terre qui ne ment pas. Là, vous voyez, voilà, il fait de sa femme un symbole de la France étranger. Alors que étranger et Moscou, en plus, vous voyez, donc, vous dire que bon. Et puis, il fait d'une femme le symbole de la France, d'une femme, alors que nous sommes en plein dans l'exaltation de la virilité teutonne, de la virilité nazie, etc. Donc, vous voyez comment il y a là toute une série de traits qui n'apparaissent pas au premier regard, mais qui, par les gens de l'époque qui ont recueilli ce poème et qui l'ont entendu, ont pu tout à fait y percevoir que, à travers les yeux d'Elsa, on parlait en réalité d'autre chose. On parlait de la France et de la nécessité d'engager la résistance pour conquérir sa libération. Donc, vous voyez comment dire, les yeux d'Elsa. Moi, j'ai toujours été surpris, je vous le disais tout à l'heure, du fait que quand on demande quel est le poème le plus connu d'Aragon,
On répond les yeux d'Elsa en général, et on me dit souvent, oui, c'est un poème de résistance. Mais je trouve que ça n'est pas évident, sauf si on lit les poèmes qui suivent, et si on lit le livre jusqu'au bout, parce qu'alors, à la fin du livre, vous trouvez un long poème qui s'appelle « Cantique à Elsa ». Et dans le poème qui s'appelle « Cantique à Elsa », il y a un poème qui s'appelle « Ce que dit Elsa ». Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, Elsa? Bien, c'est assez intéressant d'entendre Aragon le résumer. Et on voit que Elsa s'y conduit non pas du tout comme l'aimer, vous voyez, aduler, chanter, célébrer, mais qu'elle s'y conduit comme un écrivain qui parle à un autre écrivain. Voilà ce que dit le poème. Tu me dis que ces vers sont obscurs. Les vers, les yeux d'Elsa sont obscurs. Tu me dis que ces vers sont obscurs, et peut-être qu'ils le sont moins pourtant que je ne l'ai voulu. Sur le bonheur volé, fermons notre fenêtre, de peur que le jour n'y pénètre et ne voilà jamais la photo qui t'a plu. Tu me dis, notre amour, s'il inaugure un monde, c'est un monde où l'on aime à parler simplement. Laisse là Lancelot, laisse la table ronde, Iseux, Viviane, Esclarmonde, qui pour miroir avait un glaive déformant. Tu me dis, laisse un peu l'orchestre des tonnerres, car par le temps qu'il fait, il est de pauvres gens qui, ne pouvant chercher dans les dictionnaires, aimeraient des mots ordinaires qu'ils se puissent tout bas répéter en songeant. Si tu veux que je t'aime, et je t'aime, apporte-moi l'eau pure, à laquelle s'en vont leurs désirs s'étancher. Que ton poème soit le sang de ta coupure, comme un couvreur sur la toiture chante pour les oiseaux qui n'ont où se nicher. Que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre, au bas du feuilleton sinistre de nos pas, que triomphe la voix humaine sur les cuivres et donne une raison de vivre à ceux que tout semblait inviter au trépas. Que ton poème soit dans les lieux sans amour, où l'on trime, où l'on saigne, où l'on crève de froid, comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds. Un café noir au point du jour, un ami rencontré sur le chemin de croix. Pour qui chanter en voudrait-il la peine, si ce n'est pour ceux dont tu rêves souvent et dont le souvenir est comme un bruit de chaîne, la nuit s'éveillant dans tes veines et qui parle à ton cœur comme un voilier levant. Tu me dis, si tu veux que je t'aime, et je t'aime, il faut que ce portrait que de moi tu peindras est comme un verre luisant au fond du chrysanthème. Un thème caché dans ce thème et Marie à l'amour, le soleil qui viendra. Autrement dit, vous voyez, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, c'est très bien ta poésie là, où tu parles du Moyen-Âge, où tu parles... Parce que, vous voyez, à l'époque, il y avait la censure, évidemment. Et alors Aragon est toujours de ceux qui ont pensé qu'un écrivain, ce qu'il savait le mieux faire, c'est écrire. Et par conséquent, lui, il a estimé, il y en a d'autres qui ont eu d'autres attitudes, mais lui, il a estimé qu'au fond, ce qu'il fallait, c'était prendre la parole, chanter, faire entendre la parole et la culture de la France, l'âme de la France, au fond. Que nous dit-il? Il nous dit, oui, la terre de France est occupée. Son corps est meurtri, mais pas sa culture, pas son âme, pas son esprit. Faisons entendre cette tradition de liberté, d'égalité, d'indépendance. Parlons. Si nous ne parlons pas, les Allemands ont gagné. Et la collaboration, pareil, avec eux.
Donc, vous voyez, son idée, c'est de dire, il faut publier, il faut écrire. Mais naturellement, si vous écrivez mort à Hitler et au nazisme, et que Pétain soit à tout jamais, vous voyez, que disparaisse à tout jamais, évidemment, vous ne pouvez pas paraître. Alors, quelle est la trouvaille qu'il va donner, qu'il va inventer? C'est de faire ce qu'il va appeler de la poésie de contrebande. C'est-à-dire d'écrire en dissimulant un peu ce qu'il veut dire. Et c'est ça qu'il donne dans le dernier vers que je vous ai lu. Qu'il faut que ce portrait que de moi, Elsa, tu peindras, est comme un vers vivant au fond du chrysanthème, un thème caché dans son thème, et marie à l'amour le soleil qui viendra. Autrement dit, elle lui dit, Elsa, mais si tu veux être efficace, il faut être compris. C'est pour ça que tu fais des vers où tu dis sans dire tout le temps, voyez, et tu utilises des images trop compliquées. Pense aux gens simples qui ont besoin de réconfort et qui vont être ceux qui vont faire la résistance. Pense au peuple des travailleurs, pense aux couvreurs sur le toit, etc. Hein? Tu ne t'adresses pas là au public choisi de celles et de ceux qui lisent de la poésie. Donc laisse Viviane, Esclarmont, Diseux, etc. Laisse toutes ces métaphores que tu utilisais pour faire comprendre le souffle de la liberté qui est le signe historique de la France. Mais il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a au fond du chrysanthème un thème caché dans son thème et qui marie à l'amour le soleil qui viendra. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles de l'amour, mais pour dire que le soleil va revenir grâce aux yeux d'Elsa. Donc vous voyez comment Elsa, ici, dans la Résistance, alors qu'elle apparaît pour la première fois dans la poésie d'Aragon, va apparaître en quelque sorte comme celle qui lui donne des conseils d'écriture. Et vous voyez, lui-même le mettra en musique, en quelque sorte, et fera d'Elsa Triolet celle qui a inventé pour lui la poésie de contrebande. C'est-à-dire, comme il dira à l'époque, la poésie qui utilise des mots permis pour faire naître des sentiments défendus. Voilà. Alors, je tenais à vous dire ça parce que vous voyez que dans le couple, on peut très bien entendre l'amour du poète à sa belle, mais comment si on n'entend que ça, on manque en quelque sorte la question essentielle qui est celle du concours qu'Elsa Triolet apporte à l'écriture d'Aragon, parce qu'elle est un écrivain. Et donc, voilà en quelque sorte la chose que je crois. Il ne faut pas oublier. Alors, je me dépêche parce que je vois que le temps file, que vous en avez peut-être assez de m'entendre. Alors, je vous dis donc que la fin de la guerre, ça va être la revanche d'Elsa. Parce qu'enfin, l'étrangère, la juive, la russe, la femme, c'est elle qui va recevoir le prix Goncourt, qui va recevoir en 1947, qui va être une des rares femmes à recevoir la médaille de la résistance. Et donc, la première femme, je vais à reconnaître, à recevoir le Goncourt, c'est-à-dire qu'il va être quelle revanche et quel triomphe pour la petite Russe qui a, voilà, dont on se glosait. Alors, je vais vite pour parler des combats d'après la guerre. Elle va beaucoup s'engager aux côtés d'Aragon, bien entendu dans les combats de l'époque, en particulier, je pense à la bataille qu'elle va appeler la bataille du livre, c'est-à-dire une bataille pour créer des bibliothèques et l'envie de lecture dans les milieux ouvriers, dans les familles populaires. Elle va beaucoup se battre pour ça. Et puis, elle va évidemment continuer d'écrire. Ils vont participer à la résistance. Bon, je n'insiste pas, mais dans les combats de l'après-guerre, ce que je voudrais dire,
c'est qu'elle continue d'écrire. Elle va écrire en particulier des livres. Je voudrais vous parler de 2 d'entre eux, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. C'est d'une part un livre qui s'appelle « Le Monument », qui date de 1957. Le Monument, c'est l'histoire c'est le premier roman anti-stalinien en France. Nous sommes en 1957, c'est-à-dire un an après le 20e congrès du PCUS, Parti communiste soviétique, qui a eu lieu en 1956, et où Khrouchtchev a révélé ce qu'on va appeler le culte de la personnalité de Staline et les crimes de Staline. Il est loin de faire le tour de la question, on a été beaucoup plus loin dans la critique depuis. Mais enfin, à l'époque, si vous voulez, c'est évidemment un coup de tonnerre, un Trafalgar. Bon. Et donc, à la mort de Staline, Aragon va s'adresser à Picasso pour lui demander, il va faire un numéro spécial des lettres françaises, qui est son journal, un numéro spécial consacré à la gloire de Staline, comme on disait alors. Et dans ce numéro, il va demander à Picasso de faire un portrait de Staline. Et alors, il va publier ce portrait à la une. Alors, je l'avais pour le passé, mais bon, je ne reviens pas sur nos difficultés techniques. Et ce portrait va déclencher une véritable tempête au sein du Parti communiste et parmi les lecteurs des lettres françaises. On va trouver que ce portrait est un portrait sage de Picasso. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il suffit de taper « portrait de Staline » par Picasso sur le net, vous trouverez, il y en a je ne sais combien de reproductions. C'est un portrait très sage, mais un Staline jeune. Un Staline jeune, déterminé. C'est le Staline de la Révolution d'octobre. Et pas du tout, ça prend le contre-pied de la propagande soviétique de l'époque, qui nous présente un Staline âgé, un maréchal, vous voyez, qui tient des enfants sur son bras droit, et qui, de son bras gauche, indique l'avenir au peuple. Alors, Aragon va être critiqué comme jamais. Elsa va dire « Ce furent les pires jours que nous avons vécus, toi et moi, ensemble, depuis la guerre. » Parce qu'on va lui faire des ennuis. Sauf si vous me le demandez tout à l'heure, je ne vais pas épiloguer sur la question. Mais je veux enfin vous dire que Elsa va écrire un livre qui s'appelle « Le Monument » pour évoquer ce problème. L'art, la création artistique, doit-elle obéir à des directives politiques? Et sa réponse est non. L'art doit s'activer pour des forces de création, pour le souffle de l'esprit, pour la liberté de créer. Et ce roman évoque le cas d'un sculpteur d'un pays qui n'est pas l'URSS, mais qui est manifestement un pays du camp socialiste, et qui est en quelque sorte un acteur à qui on a demandé, le comité central, a demandé de faire une sculpture de Staline 15 mètres de haut, le Dieu vivant. Et ce sculpteur, quand il fait son œuvre, le comité central le trouve très beau, cette œuvre. Vous voyez, il dit, mais oui, c'est un très beau Staline. Et lui, il trouve que c'est une œuvre ratée. Et il va se tuer. Alors le livre, vous voyez, était censé dire, mais l'art, ça n'est pas de la propagande. C'est autre chose que de la propagande. Et en disant cela, elle pense naturellement au portrait de Staline par Picasso et à tous les ennuis qu'on a fait à Aragon à propos de la publication dans son journal de ce portrait de
ce portrait de Staline. Très beau roman que malheureusement on ne trouve plus aujourd'hui, mais enfin je me dis, sait-on jamais, peut-être qu'à la bibliothèque si magnifique que nous a fait découvrir la dernière fois Jean Lefebvre, peut-être que vous trouverez ce livre d'Elsa Triolet, Le Monument. Et puis je voudrais vous parler d'un autre livre qui s'appelle Rose à crédit. Et celui-là, vous l'avez, je crois, là-bas. Rose à crédit, c'est un livre sur les années 60, c'est-à-dire les années de ce qu'on appelle, de ce que Jean Fourastier, le sociologue Jean Fourastier, appelait les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années 1945-1975. Le développement industriel de la France, qui fait tant des fous aujourd'hui, le développement des arts ménagers, comme on va dire à l'époque, c'est-à-dire, vous voyez, associer art et ménager, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout c'est-à-dire les frigidaires, la machine à laver, le fer à repasser, etc. Et c'est un roman qui évoque ça et qui montre en même temps comment les banques réagissent en inventant le crédit et les premières cartes de crédit, c'est-à-dire ces instruments qui vont faire disparaître l'argent. Et ça tombe bien puisque l'argent, vous n'en avez pas beaucoup. Alors, vous allez pouvoir acheter à crédit une frigidaire, une machine à laver, un frigidaire, etc. Alors, vous voyez, c'est à travers des personnages, bien entendu, tout ça est évoqué, à travers le cas de Martine, une jeune fille qui naît dans un milieu populaire, qui est très vite séduite par l'esthétique, par la coiffure, la parfumerie, etc., qui va travailler très vite et très jeune dans la parfumerie, qui va rencontrer un garçon qui lui est très différent d'elle et qui pour lui n'a qu'une idée en tête, c'est d'inventer et de créer une rose plus belle que jamais, qui portera le nom de sa femme. Et il est très amoureux, il faut de l'argent, ça compte pas. Et donc c'est ce couple qui ne va pas fonctionner, vous l'avez compris. Elle va vouloir va subir l'ivresse et l'emprise de tous ces nouveaux gadgets qui surgissent tous les matins sur les marchés, et elle va s'endetter comme elle n'est que coiffeuse, et ça va entraîner en quelque sorte le désarroi du ménage et la mort de cette Martine qui va après revenir en quelque sorte à son état de souffrance de naissance. Vous voyez, c'est comment l'illusion, en quelque sorte, le capitalisme produit l'illusion qu'on peut être pauvre et qu'on peut vivre comme des riches. Et malheureusement, eh bien, l'héroïne du roman va être rattrapée par la dure réalité. Alors, ce Rose à crédit, c'est un film qui a été tourné aussi par comment s'appelle-t-il, Amos Gitaï, voilà, et que vous pouvez trouver en DVD, ou vous pouvez même trouver parfois projeté dans les cinémas. Alors, j'en arrive, et ce seront mes derniers mots, et je vais les laisser à Elsa. Catherine va vous lire un texte qui est très, très peu connu. Un texte que nous n'aurions peut-être même jamais dû connaître. C'est une lettre que Elsa a écrite à son mari et qu'on a retrouvée dans un petit objet, un bibelot qu'Aragon avait sur son bureau. Donc, vous voyez, on l'a retrouvé après la mort d'Aragon. Alors, vous me direz, ce petit objet, ce bibelot, avait un double fond. Alors, vous pourriez me dire, il l'avait mise là, la lettre, pour qu'on ne la trouve pas. Quand vous avez un double fond, en général, vous ne pensez pas à le chercher. Mais si, parce que Aragon le montrait à tout le monde, son double fond.
il venait tout le monde dans son bureau, oh, regarde, je vais te montrer, j'ai un truc formidable, regarde, il y a un double fond, vous voyez. Donc on a trouvé cette lettre, et vous allez le voir, et je la dédie à toutes celles et à tous ceux qui continuent de nous parler du couple idéal qui aurait été celui d'Elsa Triolet et d'Aragon. Voilà, écoutez bien, vous verrez, c'est une lettre magnifique, mais intense. Vas-y. Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite il n'y aura plus rien à dire et que l'index lui-même, d'autres le liront, pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas, ni te suivre, quel que soit l'ouvrage. Aussi bien couper des branches sèches, il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j'ai vécu de plus affreusement triste. Tu es là à trembler devant mes initiatives, jamais tu ne discutes, tu ne fais que crier ou tu prends sur toi. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin à ce sujet et tu te mets à m'expliquer la montagne de choses que tu as à faire. Comme au téléphone, tu racontes toutes tes activités à n'importe qui pour expliquer que tu ne peux pas voir ce quelqu'un juste maintenant. En somme, rien de changé depuis l'exposition anticoloniale. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps, et tu le sais mieux que quiconque. Mon Dieu, ce que la sérénité me manque. Toute une vie comme dans la voiture où je ne peux jamais te dire « Regarde !» puisque toujours tu lis ou tu écris et qu'il ne faut pas te déranger. J'étouffe de toutes les choses pas dites, sans importance, mais qui auraient rendu la vie simple, sans interdit. Avoir constamment à tourner la langue cette fois avant d'oser dire quelque chose, de peur de provoquer un cyclone, et lorsque cela m'échappe, cela ne rate jamais, j'y ai droit. Pourquoi je te le dis? Pour rien. Comme on crie, bien que cela ne soulage pas. La solitude n'est pas le grand thème de mes livres, elle l'est de ma vie. J'y suis habituée, je m'y plais après tout. À l'heure qu'il est, le contraire me dérangerait. Ce que je veux, rien. Le dire, que tu t'en rendes compte. Mais j'ai déjà essayé, je sais que c'est impossible. Et si tu me dis encore une fois combien juste maintenant tu tiens tout à bout de bras, je casse tout dans la maison. Je ne m'en dis pas, rien, ni ton temps, ni ton assistance. Ce que je ne supporte pas, c'est la manière dont tu te tiens sur la défensive, les barbelés et les fossés. Ma peine te dérange. Il ne faut pas que j'aie mal, juste quand tu as tant à faire. Moi aussi, je prends sur moi, et même je ne fais que cela, à en éclater, à sauter au plafond. Même ma mort, c'est à toi que cela arrivera. Et puis zut, je suppose que quand on n'a pas de larmes, il vous faut une autre soupape. Alors, mettons que ce que je ressens soit pathologique. Et consolons-nous avec ça. Autrement, tu vas encore me sortir que tu as encore commis un péché. Et si c'était vrai, un péché contre un semblant de bonheur. Je te rappelle seulement l'heure. Nous en sommes à -5. Ne me dis pas à -6,5, parce que c'est la même chose.
Alors voilà, une lettre d'Elsa à son mari, retrouvé, qui l'a beaucoup marqué. Il y fait lui-même allusion, et l'allusion est transparente, hein, maintenant que nous avons la lettre, dans un de ses derniers romans qui s'appelle Blanche ou l'oubli. Et donc, vous voyez, je crois qu'avec ça, on a l'essentiel, un résumé de l'essentiel du propos que je voulais tenir. C'est de dire, voilà, ne confondons pas l'Elsa littéraire, l'Elsa fée, muse, star, en quelque sorte, inspiratrice du poète, et puis l'Elsa réelle. Vous savez, dans le film que nous aurions pu voir si on avait eu, on voit Aragon, c'est filmé à Saint-Arnoux en Yvelines, la maison est ouverte aujourd'hui au public. On voit Elsa Triolet filmée à son bureau, et puis entre Aragon, passe sa tête et dit « Je ne te dérange pas ». Alors elle lui dit « Non, au contraire, rentre, tu vas m'aider ». On la voit, elle a des papiers devant elle, manifestement des épreuves, et donc voilà. Et elle dit à Aragon, tu vois la différence? Moi, si j'avais frappé à ta porte et que je t'ai dit, je ne te dérange pas, tu m'aurais répondu, si, je suis en train d'écrire un poème à Elsa. Alors vous voyez, c'est l'Elsa éternelle, l'Elsa des vers, l'Elsa en quelque sorte de la poésie qui occupe trop son mari, et l'Elsa réelle, l'Elsa de chair et de sang est en train de dire tu pourrais un peu le lâcher, qui s'occupe de moi. Et je crois que c'est ce qu'il dit à mots non pas couverts dans cette lettre qu'on a lue et qui date manifestement, vous voyez, elle dit 35 ans. Ça fait 35 ans, donc ça nous reconduit, que nous vivons ensemble, donc ça nous reconduit à l'année 65. Elle va mourir en 1970. Donc c'est tout à fait à la fin de leur vie. Et puis, je vais vous dire, en 1959, Elsa Triolet et Aragon ont été invités à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, et le soir, il y a eu une grande soirée, à la fois culturelle et politique, au théâtre municipal de la ville. Et là, Elsa a prononcé un discours. Et elle commence par dire, mesdames et messieurs, chers amis, pardonnez-moi, mais je vais mettre des lunettes sur mes yeux d'Elsa, parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de lunettes. Preuve qu'elle savait plaisanter et qu'elle savait bien, elle, distinguer l'Elsa qui a besoin de lunettes parce qu'elle a vieilli et l'Elsa de la poésie avec ses yeux éternellement beaux et éternellement annonciateurs de la lutte de la résistance. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de la patience avec laquelle vous m'avez écouté et avec laquelle vous avez écouté les textes d'Elsa qu'on a choisis avec Catherine. J'espère que vous avez passé un bon moment et si vous avez des questions, je ne sais pas, mon cher Jean, est-ce qu'on a le temps ou pas, je suis prêt à y répondre si vous souhaitez, si vous avez encore... Merci et on vous invite pour demain à